Bonjour à tous. On va commencer par quelques vidéos pour cadrer un peu le Bali dans l'Indonésie et l'Indonésie dans le monde. On voit ici en bas la courbe yeah, de l'Indonésie avec en dessus au nord les Philippines, où on reconnaît bien la tête, et la Malaisie juste en dessus. Et là, voilà, en vert, c'est toute l'Indonésie. Donc de Jakarta jusqu'en Papouas, et Bali qui est au milieu, qui est microscopique, qui est qui n'est qu'une île de l'Indonésie. Voilà, l'Indonésie, ça va de Brest à Moscou, 5200 km. Donc c'est une étendue énorme. 17 000 îles, Non, mais dont les deux tiers sont inhabitées. Certaines n'ont même pas de nom. 1,9 million de kilomètres carrés. Je peux revenir. Oula, ça va vite. Le plus grand archipel du monde, tout simplement. 7000 îles aux Philippines, 17 000 ici, à côté. Ah, ça boucle, ça boucle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, par rapport à l'Europe, voilà, une idée de la surface. On vient juste de commencer. Ça bouge plus là. Ah, parce que j'avais mis pause pour que tu puisses Oh, parler. good. Ok. La population, une population énorme, le plus grand pays musulman du monde, hein, 285 millions d'habitants, l'Europe à peine 2 fois plus. Des îles très denses, 149 habitants au kilomètre carré par rapport à l'Europe, notamment Java, l'île de Java qui est à côté de Bali. Beaucoup de monde. Je peux poser une question, Serge, ou je laisse défiler? Alors, je pose ma question. Les 149 habitants au kilomètre carré, c'est sur la surface complète, sachant qu'il y a... Non, c'est une moyenne, hein, je pense. Moyenne donc les générale. îles habitées, c'est 3 fois plus. Donc ça veut dire que Java, c'est 10 fois Ouais. plus. Ouais. Voilà, c'est la moitié diversité. C'est 285 millions d'habitants et c'est 600 communautés, groupes ethniques différents. On va voir juste après que c'est des cultures complètement différentes, des religions différentes, et chacune plutôt appropriée à une île. Beaucoup de monde, d'islam, beaucoup sur Java. Christianisme sur Sumba par exemple, l'île de Sumba. L'hindouiste, c'est plutôt 90% Bali. Le bouddhisme et d'autres religions. Et tout ça cohabite merveilleusement bien. Il n'y a pas de tension, du moins pour l'instant. Des richesses minières importantes. Charbon, pétrole, gaz, nickel, de l'or. Donc c'est un pays assez riche. Voilà, des ressources agricoles avec l'huile de palme qui est contestée, hein, du caoutchouc avec les EVA et du cacao. Ils font aussi du café, très bon café. Voilà, mix énergétique. Charbon. Voilà, on va voir dans la vidéo suivante
un aspect plus économique et vous verrez que c'est un pays qui va être de plus en plus sur la scène économique. Voilà, Bali en lui-même, donc le tiers, le quart inférieur, c'est le plus recherché, très encombré, beaucoup de trafic, mais on voit que les trois quarts supérieurs sont assez préservés du tourisme et il y a encore beaucoup à faire. L'aéroport est sur le quart inférieur et il y a un aéroport qui devrait s'ouvrir au nord, sachant que le gouvernement essaye de répartir le tourisme qui était pratiquement à 80% axé sur Bali et de réenvoyer les tourismes à droite à gauche sur différentes îles parce qu'il y a beaucoup à découvrir et que Bali devient très, très, très encombré. Ça pose beaucoup de problèmes de circulation, mais aussi de pollution, etc. Et les voies aériennes se développent sur différentes îles jusqu'en Papouas. Hein. Et ça va faire du bien parce qu'il y aura toujours, on pense qu'il y aura toujours des touristes qui vont passer systématiquement par Bali parce que quand on est passé à Bali, on y revient. Mais ils se répartiront ensuite sur les autres îles grâce à des connexions bateaux, avions et autres. Vous voyez tous l'économie, ouais. PIB 4,6 milliards, 4600 milliards de dollars, mais on va voir que c'est en PAP. On va voir ce que ça veut dire. C'est intéressant. On va voir que c'est la 8e économie mondiale dont on commence à entendre parler. Ils ont organisé notamment le G20 il y a 3 ans, je crois, et ils se font connaître. Ah, il y avait une vidéo intéressante juste là. Donc, 8e rang mondial. Je vous laisse lire les différentes comparaisons. Au-dessus du Royaume-Uni. Ouais. Bien sûr, ils sont au-dessus de la France, mais qui n'est pas avant la France aujourd'hui, Ouais, ils sont là. par leur nombre surtout. Donc, 8e position. Voilà, donc là, c'est comment sont calculées les positions des pays. C'est le PAP. Le PIB, il ne veut pas dire grand-chose, c'est un chiffre. Par contre, le PPA, pardon, c'est le PIB ramené au pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter avec son PIB? Donc, c'est plus parlant et ça positionne l'Indonésie 8e position mondiale. Next. Yes, première économie régionale. Donc bien évidemment, sur la place Asie du Sud-Est, très grosse position. Une croissance mondiale, on parle de 5% par an, hein, un peu comme la Chine. Beaucoup de multinationales viennent s'implanter, batteries, voitures, etc., viennent s'implanter en Indonésie pour une main-d'œuvre qui est à la fois pas chère, mais qui a un bon niveau de compétences, avec des ingénieurs qui sont reconnus, et une importance bien évidemment stratégique, parce que Malaisie, Taïwan, etc., donc stratégiquement important. Bon, malgré tout, voilà. Activité croissante, marché de masse, bien évidemment par leur nombre. Stabilité économique, je suis à peu près d'accord.
et opportunités d'expansion parce que de plus en plus d'entreprises viennent s'implanter ici. Il y a une sorte de guerre entre les pays d'Asie du Sud-Est pour attirer le plus d'entreprises possible. Donc, le marché intérieur, les ressources abondantes et une population croissante. Quatrième pays le plus peuplé au monde quand même. Il y a de la technologie parce qu'ils ont de bonnes universités, des manufactures parce que la main-d'œuvre est pas chère, des économies, donc des ressources naturelles, et des infrastructures de construction, puisque avec 17 000 îles, bah, il y a de quoi alimenter l'économie, hein. Le gouvernement finance beaucoup de grosses infrastructures, des développements qui permettent du développement économique, des aéroports, des routes, des trains à très haute vitesse aussi. C'est vrai. Ouais, petite conclusion, donc ce qu'on vient de dire, hein, croissance durable, un leader régional, une position mondiale forte et des opportunités significatives aussi bien dans l'Asie du Sud-Est que mondialement. C'est un acteur dont on entendra parler dans les années à venir, c'est certain. Et la petite dernière vidéo, en attendant que tout le Allez, monde petite arrive, dernière, parce que c'était ma voilà, cantine. c'est Attends, est-ce qu'elle est difficile. partagée? Vous la voyez? Tout le monde la voit? Non, non. Ah, alors attends. Hop, hop. Pas hyper doué, mais on va y arriver. Partager là, et puis là, et puis c'est la cantine, et on va le remettre au début. Ça, c'est mon breakfast le matin. C'est un petit clin d'œil, hein, voilà. Ah oui, Oui, je m'en souviens. c'est là où on était allé, oui. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Donc, c'est à 2-3 km de la maison, là. L'ouest de Bali, c'est le cas ici, a des plages essentiellement de sable noir, volcanique, tandis que l'est de Bali est essentiellement sable blanc. Voilà pour les Voilà. petites vidéos et PowerPoint qu'avait préparé Serge pour faire Voilà. arriver tout le monde. C'était Petite avant introduction. de démarrer la présentation. Donc là, je vais te laisser, Serge, dérouler. Je redonne juste le fil qu'on avait mis pour tout le monde, que tout le monde se rappelle. Donc, où est-ce que je l'ai mis ça? Je l'ai mis Donc, là. on va Voilà. commencer par les aspects techniques un peu administratifs, c'est-à-dire les visas et la création Voilà. d'entreprise. Ça permettra de libérer notre partenaire consultant. Voilà. Créer et gérer une société à Bali, c'était un peu de création, fiscalité de façon assez rapide. Et puis Exact. construire à Bali les normes, main-d'œuvre, management, assurance design, là, un petit peu plus long. Et vivre à Bali, qui nous intéresse vraiment Voilà. à la fin, pour que les gens ne partent pas. Voilà.
voilà le programme. Donc, Du coup, pourquoi ça fait ça? depuis le début, nous travaillons avec un cabinet de conseil à la fois comptable, taxe, fiscal et juridique. Et c'est important. On verra après l'importance du choix d'un partenaire sur le long terme. Donc, le cabinet Ochi qui va nous présenter deux aspects, le visa, et on va voir, il faut s'en inquiéter parce que quand on est à l'étranger, on veut migrer dans un pays, c'est important, mais le visa en Indonésie ne pose pas de réels problèmes. Donc, elle va nous faire un petit topo. Et puis, les aspects plutôt comment créer une entreprise, la fiscalité. Je vais la laisser déjà présenter avec son partenaire qui parle français, le cabinet Ochi. Serge, juste avant qu'elle attaque, pour dire à toutes les personnes qui sont connectées en visio qu'il y a la conversation là, sur le Teams là, et qu'il y a moyen donc de poser des questions par écrit sur la conversation et que je les regarderai après l'intervention du cabinet Ochi et puis et à la fin oui parce qu'après ils partent, Ouais. donc je regarderai après et s'il y a des questions je les poserai, voilà. Mais que les personnes posent les questions sur la conversation. Voilà. Et bon. Ochi, can you introduce your business and how we work together since the beginning? We will talk about visa first and how to create a company. Okay. So hello, everyone. Thank you for the opportunity. I am here with Alex. He will be my interpreter. So yeah, just a short introduction. My company established back in Jakarta like 10 years ago, 2015. And then we have one office in Jakarta and we opened another one 4 years ago. And on the first year, I set up the company in Bali. That's how I have a professional relationship with Alpha Partner Bali, which is one of the biggest contractor in Bali, very trusted. And then working with Alpha Partner Bali, we provide the whole understanding on how to invest and live in Bali. So from the tax perspective, the investment. Alex, Oh yeah, sorry. I need to give Alex to make the introduction. Yes, please, Alex. Okay. Ok, bonjour tout le monde, je suis Alex, je suis moitié français, moitié américain, un ami d'Ochi, je vis à Bali depuis 1 an et je vais faire mon mieux pour faire les traductions. C'est pas ma spécialité, mais on va tenter. Alors, Ochi explique qu'elle a son cabinet de conseil depuis beaucoup d'années, en premier sur Jakarta. Et depuis 5 ans maintenant, elle a aussi des offices à Bali. Et depuis qu'elle a la location en Bali, elle travaille avec Serge et APB. Et pour les développeurs qui travaillent avec Ochi, elle donne les conseils, la comptabilité et aussi les visas. Et c'est un service complet, si vous voulez, pour faire tout ce qu'il faut pour vivre ici, pour construire ici et pour faire le business ici. OK, Ochi. Okay. Ochi? Yeah. So yeah, how to do investment, how to set up life, how to do the tax planning here in Indonesia. Comment faire Alex? les investissements, comment faire le planning et pour faire les taxes et pour travailler avec le gouvernement. Yeah.
What can you say about visa? In your opinion, is it something with a real it's a real problem? Is there a case where you cannot find a way to have a visa, or it's easy? Well, the clients that we handle very various, very different. Some they invest and then still live in the home country. Some they invest and then they want to live in Bali. Some they invest and they just want to come and go without any long stay permit. So to answer your question, no problem on the visa. If you're choosing, let's say, to invest in Bali and live in Bali, combine these two. Alex? So you always find a way to have a visa. Yes, in a legal way. So, In I can legal and translate. proper way. Yes, I can Yes. translate. Elle nous explique que on peut pas ici énumérer tous les visas et toutes les configurations parce que si vous êtes marié, si vous venez avec des enfants, si vous êtes investisseur, si vous êtes retraité, si vous investissez dans une société indonésienne ou à moitié étrangère, ça fait une diversité de visas énorme, mais que on trouve toujours une solution, et je n'ai pas d'exemple auprès de mes collègues où ça coince à ce niveau-là. Le visa n'est pas le problème pour s'implanter en Asie, en Indonésie. Voilà. Je vais dire aussi de mes expériences personnelles, c'est très facile, il y a toujours une solution et ça dépend vraiment de quelle sorte de visite, de visa vous voulez. C'est pas difficile. Si vous voulez vivre ici, c'est facile. Si vous voulez venir pour temps court, c'est facile. On peut dire malgré tout qu'il faut systématiquement s'entourer d'un spécialiste, on appelle ça des agents d'immigration ici, pour choisir le bon visa, qui vont nous aider à sélectionner le bon visa et faciliter le dossier. Il est très hasardeux de choisir par soi-même et d'aller directement à l'immigration, à moins qu'on soit un simple touriste. I said, Ochi, that it's important to have an agent for choose a good visa, because you can be in trouble if you choose not the good one. Yeah. And you have so you work with the agent, and you take the responsibility of the obtention of the visa. And we have permit for that. We have permit when we handle the tax or when we handle the visa. They are like official and trusted. So we have the permit to process your documents. Oui, en plus, donc, nous explique qu'il faut s'adresser à des agents qui ont la bonne licence et qui sont reconnus par le gouvernement pour faire ce genre de transactions, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries à ce niveau-là. Mais à retenir, donc, globalement, c'est pas le souci. Le souci n'est pas là. Il est sur un autre aspect qui pourrait être la création, mais c'est pas vraiment un gros problème, c'est plutôt au niveau de la compréhension de la fiscalité. So I said the biggest problem for us has been understand the tax rules and how to set up the company to pay don't pay too much taxes, but keep on the law. Donc j'expliquais que
notre plus gros problème, on en reparlera plus tard, ça a été de trouver la bonne configuration d'entreprise pour payer le juste prix des taxes, parce que comme en France, hein, si vous choisissez le mauvais statut, vous allez être assommé de taxes, et tout en restant dans le cadre de la loi, parce que ben, on est étranger et on peut vite être blacklisté et passer à la porte. Donc, about tax and how to create a company, you can say something? Okay, basically setting up company here in Indonesia is getting easier because the government has this new system. They call it one-stop solution, which is the whole company documents or credential we process there. And then even you can scan the barcode or the QR code to see if your document is officially in government website. So it is easy, it is accessible, and then the process relatively fast, maximum 10 working days. And then if you are based in France right now, not in Indonesia, the notary, the first point to process the whole documents is a notary, and then everything can be done digitally. Alex, Alors, elle a expliqué que, oui, absolument, que ça devient de plus en plus facile de créer une société en Bali en tant d'étranger, parce que le gouvernement a fait un nouveau système qui est, alors, One Stop Solution, qui centralise tous les documents, tous les processus qu'il faut pour faire la société, et que tout le process se passe dans ce système. Maintenant, Online. ils font avec online, oui, et ils font avec un code QR pour regarder le statut, si tous les documents sont bien rangés et si tout est fini. Elle a dit que c'est assez vite, peut-être 10 jours, 10 jours de semaine, et que si vous êtes en France et vous voulez créer la société, le premier, en premier, c'est le notaire qui va faire les processus pour commencer à établir la société ici. On a une question. Serge. Tu la vois? Oui. Oui, je la vois. In the Okay, case you of see the investor question? wanting to live in Bali, yeah, it's a good question. You can reply. I know this one. Ochi, what's the minimum amount of spend if you want to live in Bali and have a permanent family visa? Permanent family visa. So we need to separate the visa is, there are so many options that you can explore. If your first idea is to invest and then use the company as the sponsor, it is actually your best option to do it. Because answering to your question, the family visa, or maybe you already hear or read online about this second home visa, actually the amount is, I would say, a little bit unreasonable. So it's not really attractive especially for expats that already live in Bali or in Indonesia. So your best option, especially at the end, you want to, let's say, make Bali as your second home. You build, you have property invest. So this is a good setting up investment in a company. It is a best way to have your visa or stay permit to be here. Just for an idea, Alex? the first is 2 years. What's the amount? Alex, you can resume? Oui, je vais, mais they asked what's the amount you have to invest. You want me to explain how you have to put the schedule to show the 10?
No, about the 10 billion is the initial, the authorized capital, Yeah. the Okay. paid up capital. So we can, the authorized capital based on the regulation is 10 billion Indonesian I'll rupiah. explain that. Yeah. Okay. OK. Alors, Ochi dit que la meilleure option pour vivre ici en permanence, c'est en fait de faire d'abord la société et après la société peut être le sponsor de votre visa pour vivre ici. Alors, pour traduire la question, combien il faut investir pour avoir ce visa? La loi dit qu'il faut montrer un investissement de 10 billions comment on dit rupiah en français? De rupies. Par contre, ce n'est pas qu'il faut investir 10 billions de rupies tout à la fois. Il faut montrer que vous avez un plan pour investir les 10 billions. En fait, Dans la durée. Dans la durée. Dans la durée de la société, voilà. Alors, ça peut mettre 10 ans, 20 ans ou comme ça. C'est pas... Il n'y a pas vraiment un temps défini. Ça En fait gros, combien, le 10 millions de gouvernement veut- roupies? Ça fait 500 000 euros. 600 000. Non? Ouais. En gros, le gouvernement veut s'assurer que vous ne venez pas pour créer un petit business qui va concurrencer les business indonésiens. Donc, il veut s'assurer que vous avez un plan d'investissement qui est suffisamment conséquent. Ça peut vouloir dire, avec les bénéfices de votre société, que vous allez les réinvestir et les monter au capital sur 4-5 ans. Donc, ce n'est pas forcément mettre un billet de 500 000 euros sur la table, mais c'est montrer que vos bénéfices vont être réinvestis au fur et à mesure. Et le capital de notre société, il n'est pas bloqué, puisque vous l'utilisez tous les jours pour payer vos dépenses de société, etc. Voilà l'idée. Tout ça, je vois tous les jours que c'est très facile. Quand on entend qu'il faut mettre 500 000 euros, c'est une grande somme. Yeah. Mais en réalité, c'est 10 billions. juste C'est 10 billions. 10 milliards. Des billions, oui. C'est 10 milliards. Hein. 10 milliards, oui. C'est Voilà. 500 000 euros. 500 000. 500 000. C'est plus cohérent. 500 000 euros. Mais en Serge? réalité, c'est pas, il n'y a pas besoin de mettre 500 000 euros tout à la fois. Il faut juste montrer. Je vois tout le temps les gens qui viennent avec des très petits investissements et ils montrent qu'à force, ils vont réinvestir, comme a expliqué Serge, et qu'ils vont arriver à ce nombre. C'est vraiment... ça, c'est un service que Ochi, le cabinet, va faire pour vous. Elle va montrer avec le gouvernement le plan pour investir cette somme. Mais ne pensez pas qu'il faut mettre vraiment 500 000 d'un coup, ni vraiment en total. C'est juste le montrer qu'on va y arriver à force. Donc, le processus, en fait, il est un peu comme en France. Hein. On va avoir son conseiller juridique, fiscal. Ici, c'est souvent dans une même structure telle que Ochi. On lui présente les conditions déjà personnelles dans lesquelles on vient, son capital, son business plan, et on décrète, on décide de quel type de société on va créer, dans quelles conditions on va la créer. Après, on voit le notaire, parce que tout passe ici par le notaire pour officialiser les documents, mais on est dans le même processus qu'en France. Le tout étant de bien choisir son conseiller. Je vous expliquerai nos aventures qu'on a eues avant pour configurer la bonne structure d'entreprise, choisir le bon statut et les bons visas qui vont avec. Serge? Oui. Serge, bon, on est à midi et demi. Je suis un peu le gardien du temps aussi parce que
Oui. Là, on a traité des visas, de comment créer l'entreprise, pas Bien. encore tout à fait. Il reste une question et après peut-être on passe au sujet suivant, ça te va? Oui, ça va. C'était quoi le sujet suivant? C'est la création justement de Ah, construire, oui, je peux créer je peux et gérer. présenter mon parcours et comment Ouais, on a créé notre entreprise voilà. et le plus gros problème que je vois et que vous pouvez pas connaître puisque vous n'êtes pas là, les problèmes interculturels. Alors, la dernière question, c'est sur le sujet, c'était si on respecte pas en gros nos engagements d'investissement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce Yeah, so qu'on Yeah, on if nous renvoie chez nous? they're asking if you this question cannot, that I typed to you. after 5 years, for example, you cannot show that you invest 10 billion, what's happened, and they tell you return in France, or is there a way to find? Okay, so I've been in the investment tax business and then handling for my clients more than 15 years now. And the first answering to your question, no, there is the government not gonna, if investment is not for some people, they can put the allocation upfront. Some doesn't. And then your investment is calculated based on the fixed asset and working capital. Working capital, that means your expenses, anything related to the business. So what the government check or control is not aiming, okay, the 10 billion should be there. But the control that they do is one, your tax administration is clear, your monthly, if there is any monthly administration, and yearly. And then also the Investment Board of Indonesia, or we call it BKPM, they have a quarterly investment report. What is that? That you report the movement of your investment. Let's say you invest a property, villa rental. So you have the investment when you purchase or build. And then also once the villa is running the operational, you have your working capital or expenses. These numbers, whether it's high or it is low, you are mandatory to report it every quarter. If you miss or you don't do this to administration, they will send a reminder to file the report. That's it. But extend or extreme to close the company, take the asset, and then send everyone home, it is never happened in my 15 years experience. And then also I backtrack, I don't see cases where the government take the asset. Alex. Oui, alors, Ochi dit que ça fait 15 ans déjà qu'elle travaille dans ça. Et la réponse directe à la question, c'est non. Il ne ferme pas la société, il ne vous demande pas à rentrer à la maison. Elle explique que l'investissement est calculé avec une combination de l'immobilier et des dépenses. Et tout ça se calcule vers le total. Et ce qui est important pour le gouvernement, il ne contrôle pas si vous arrivez aux 500 000 euros. Il contrôle que vous comment on dit file, Serge, que vous faites les taxes tous les quarts d'année. Ça, c'est important. Et il y a quelque chose qui s'appelle le reportage de l'investissement par quart d'année. Et ça, c'est très important de faire le reportage. Alors, et il faut aussi je reporter. suis d'accord. Vas-y. Je vais compléter parce que on connaît d'où vient ce problème. En fait, il y a beaucoup d'étrangers
qui viennent sur Bali et pour obtenir un visa, notamment un visa investisseur, ben, ils vont créer une entreprise bidon qui va pas faire de chiffres. Et donc, l'idée des 10 billions, 10 milliards, c'est de dire, bah, il faut mettre, si vous venez, il faut mettre un paquet sur la table, mais il faut qu'en plus, votre société, elle tourne. Donc, qu'elle ait enfin, que ce soit une vraie société. On voit qu'il y ait des dépenses, qu'il y ait du chiffre d'affaires, etc. Tout simplement parce qu'il y a eu trop d'abus. Et donc, c'est ça qu'ils vont regarder en premier. Est-ce que c'est une vraie société avec des dépenses, avec du chiffre d'affaires et est-ce qu'elle paye ses taxes sur ce chiffre d'affaires et sur son résultat? Et il est très rare que si la société tourne, on la fasse fermer. Ils font fermer des entreprises qui sont des entreprises bidons ou alors qui ne marchent pas du tout. Et là, il n'y a d'ailleurs pas lieu à ce qu'elles continuent de toute façon. Voilà. C'est ça. Bien. Serge, on passe à ton Ok. expérience de création. On remercie Oshi. Merci Ochi, merci Alex. Alex. It was clear. Thank you. Thank Merci, you. merci. Thank you, Thank you. everyone. See you soon. See you. Bye. Thank you. Voilà, donc bah, vous aviez raison de poser les questions parce que sur certains pays, ça peut être compliqué. La création d'entreprise, le minimum capital à investir et les visas, c'est pas le point bloquant. Les points bloquants, ils sont plutôt sur des problèmes de différence de culture. Et on peut en parler maintenant. Je vais quand même vous décrire très brièvement mon parcours. Donc j'ai fait différentes écoles en France, notamment l'école des mines, puis l'école supérieure des affaires de Grenoble. Et j'ai travaillé pour le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, Alcatel. Après quoi, j'ai créé différentes petites entreprises sur Grenoble essentiellement. J'ai pas mal galéré dans la gestion, enfin, sans un grand succès, je dirais. En 2019, il y avait longtemps que j'avais cette idée en tête, mais il a fallu 10 ans pour que ça se concrétise. En 2016, pardon, j'ai franchi le pas. Donc, je suis arrivé d'abord aux Philippines. Pourquoi les Philippines? Parce que c'est un aspect important. Parce que bah, ils parlent anglais, c'est une langue, c'est leur langue officielle avec le tagalog, ils ont deux langues. Initialement, j'avais choisi par exemple la Thaïlande, mais on m'a dissuadé parce qu'on m'a expliqué qu'il faudrait 4 ou 5 ans pour commencer à parler le thaï. Le Laos, etc., le Cambodge, c'est un peu pareil. Et du coup, je m'étais fixé sur les Philippines. J'ai passé 4 ans aux Philippines et je me suis pas senti bien pour différentes raisons. Notamment, c'est un pays assez en retard sur un peu tout. Et du coup, à l'occasion d'une rencontre, j'ai croisé un Suisse qui était aux Philippines parce qu'il a épousé une Philippina comme moi. On s'est rencontrés et il nous a dit bah, venez nous voir sur Bali en visite et on est resté. Un pays beaucoup plus avancé, Bali en particulier parce que beaucoup de touristes, donc tout ce qui est produit de l'Ouest, on trouve ici de tout, de l'Internet surtout, toutes les facilités sont là. On vit presque comme si on était en Europe, quoi, au niveau facilité. Voilà. Donc j'ai passé 2016 à 2019, on est arrivé en 2019, fin 2019 sur Bali. Heureusement, on n'avait pas de business à ce moment-là, puisque le Covid est arrivé. Période magnifique, puisqu'il n'y avait personne, plus de touristes, les plages étaient vides.
On mangeait pour 1 euro, on se logeait pour presque rien. Malheureusement, pour ceux qui avaient un business, c'était plus dur. Voilà, à la sortie du Covid, on a fin 2021. Donc, si vous vous rappelez, on ne savait pas où le monde allait. Si le tourisme, si les gens allaient quitter leur pays à nouveau et voyager. Malgré tout, on a décidé, on a étudié plusieurs types de business avec mon fils qui était en France à l'époque. Et on a choisi l'immobilier, comme beaucoup de Français ici. Hein, c'est un gros marché. On a étudié différents business models et on s'est fixé sur un truc facile, construire une villa et voir si elle se vend. Puis une deuxième avec les fonds de la première, etc. Voilà, ça s'est fait assez, ça a roulé assez facilement. Les Russes sont débarqués juste après. Merci Poutine, puisque beaucoup ont fui leur pays, surtout des Russes qui avaient un peu d'argent, des business. Et du coup, ça a été une manne parce que notre première villa, elle n'était pas finie, qu'elle s'est déjà vendue, ce qui a permis d'en construire une deuxième, une troisième, une quatrième. Et je dirais ça a coulé de source, quoi. On n'a presque rien investi. Les villas s'autofinançaient. On construit sur plan, hein, donc on vend sur plan. Les problèmes qu'on a rencontrés, on va en parler juste après, c'est des problèmes de différence de culture, c'est aussi des problèmes de compréhension de la fiscalité et on ne s'était pas entouré des bons spécialistes au début. On a vu beaucoup de cabinets qui nous ont rencontrés, mais des choses, on ne comprenait rien. Enfin, vous voyez un étranger qui débarque chez un expert comptable français et qui essaye de se faire connaître, se faire expliquer la fiscalité française, quoi. Et bon, pour vous dire, la première année, on était mal structuré, mauvais statut, on a payé 200 000 euros, 200 000 dollars de taxes. Non, pas de pénalité, hein, de taxes normales, compte tenu de la société, de la structure qu'on avait choisie. Donc on a vite compris qu'il fallait vite s'entourer avec des spécialistes, pour notre rencontre avec Uchi. Et voilà, maintenant on a compris la fiscalité, ce qui est pas une petite affaire. Et on a, au fur et à mesure, appris à travailler avec les Indonésiens, ce qui est le plus difficile dans une expatriation, c'est de comprendre la mentalité du pays. Et Dieu sait si les différences de qualité, de comportement, de logique sont importants, extrêmes en Asie. J'ai interrogé mes collègues là autour de moi, expats, hein, et je leur ai demandé, mais quel est votre point de vue sur les différences de culture qui vous pèsent le plus au quotidien? Déjà, l'argent et le stress. Un Indonésien, mais aux Philippines, c'est pareil, il a une aversion totale au stress. Donc, dès qu'il y a du stress, il va partir. Il démissionne. Le lendemain, vous ne le voyez plus. Ça, c'est un des plus gros problèmes dans la gestion des équipes. Il faut faire en sorte que tout soit cadré, qu'il n'y ait pas de responsabilité outre mesure, qu'il n'y ait pas de prise de décision individuelle qui leur pèse, parce qu'il va foutre le camp, tout simplement. Et souvent, quand ils partent à 3 ou 4. D'autres notions qui sont assez connues, hein, c'est perdre la face, c'est-à-dire ne jamais se mettre en colère, soi-même à cause de quelqu'un ou de son interlocuteur. Mettre en colère son interlocuteur, ça c'est rédhibitoire.
il va foutre le camp et vous l'avez fait perdre la face. Donc, tous ses copains vont le suivre. Donc, ne jamais le mettre dans une situation où il doit avouer quelque chose qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, ou se mettre en colère parce qu'il n'a pas fait une tâche ou qu'il ne l'a pas faite comme il faut. Ça c'est du quotidien de quotidien. Une autre différence identifiée, et beaucoup de choses découlent de ça, c'est leur relation au temps. Demain pour nous, c'est l'année prochaine pour eux. Et de là, on découle plein de choses. La planification des tâches, demain, c'est l'année prochaine, donc on a le temps de voir. Quand on dit un constructeur local, hein, je pense que la villa, tu peux la faire en 12 mois. Pour monsieur, 12 mois, en 6 mois, elle sera faite. J'exagère à peine. Des échéances de paiement. Je me souviens de collègues aux Philippines, ils ont construit une piscine, ils donnent 1 million de pesos. Au bout de 6 mois, elle n'était pas finie. Ça devait prendre 3 mois. Et en plus, ils viennent lui dire il faut encore 1 million. Mais le premier million, il y a seconde. Voilà. Donc les échéances de paiement, les échéances de construction, très très difficiles. Dû à cette relation au temps qui échappe à notre logique. Ça, c'est réellement le plus gros problème. Ce qui veut dire qu'il faut tout cadrer, faire des process. Nous, on a commencé notre première villa, c'était 3 pages, hein, une petite vidéo en 3D, 3 pages de plans. Et on a rapidement compris que ça n'allait pas marcher longtemps, ou du moins si les équipes grossissaient. Aujourd'hui, on a une vingtaine de salariés indonésiens, dont des ingénieurs, hein, mais qu'il fallait écrire tout ce qu'ils avaient à faire précisément pour ces problèmes de relation au temps, pour ces problèmes d'aversion au stress, bien cadrer leur travail. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Les problèmes de feedback, ils sont très limités. Si on a des soucis dans une villa, par exemple, durant la construction, on aura difficilement du retour. Donc, il a fallu leur apprendre à faire des rapports, à faire remonter l'information. Donc, des outils de contrôle systématiquement écrits. Les engueulades. Alors, nous, puisque maintenant on est 3 Français à la tête de l'entreprise, mon fils est un jeune Français, qui est d'Alès d'ailleurs, mais qui n'a pas fait les mines. On s'engueule souvent en réunion. Hein. On a compris qu'il valait mieux aller à l'écart et puis s'engueuler un bon coup, et puis revenir après avoir réglé le problème, parce que ça les choque. Et ils ne comprennent pas, on a beau lui expliquer que nous, en France, on se dit les choses, on s'envoie un point dans la gueule et on règle le problème et on revient, on rediscute. Mais pour eux, c'est pas possible. Voilà, un des autres gros problèmes, c'est leur sensibilité à la qualité qu'un western attend, complètement différente, hein, du carrelage. Il doit être parfaitement posé, sans bec, sans différence de couleur, etc. Ça, il a fallu leur apprendre, carrément. C'est pas dans leur mentalité. La déco, tout ça. Je me souviens d'une villa, il m'avait mis le chauffe-eau juste sur le rooftop, là, mais en vue, tu étais dans la piscine, tu voyais ton chauffe-eau qui était
pleine vue, là, au lieu de le mettre un peu à l'arrière, qui ne se serait pas vu. Je les ai tous fait venir. Il n'y en a pas un qui a vu quelque chose. Tout allait bien. Vous leur expliquer que bah, c'est une villa qu'on allait vendre 300 000 euros. Qu'est-ce que vous voyez? Absolument pas. Voilà. Après, sur les aspects plus techniques, bah, il a fallu qu'on s'adapte sur la disponibilité du matériel, qui n'est pas forcément disponible ici, des matériaux et des compétences. Donc, la totale, quoi. Un camion toupie, par exemple, ça paraît facile, sauf que quand il pleut, vous avez 50 cm de boue sur le chantier. Le camion toupie, il n'arrivera jamais au bout, alors il va rester sur le chantier pendant 6 mois. Et ceci, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit pour des ouvriers ou pour des sous-traitants, même qui ont géré des petites PME, ils n'ont pas ce feeling. Bon, actuellement, on gère 300 ouvriers à peu près. On fait 50 villas par an, donc on vend à peu près une villa par semaine. Et 300 ouvriers, ce n'est pas géré par nous. C'est systématiquement, on a 3 constructeurs, dont un avec qui on travaille depuis le début, mais qu'on a formé durant 3 ans à la qualité de ce qu'on attendait. On l'a poussé dans ses retranchements pour utiliser par exemple du Ciporex, on trouve l'équivalent ici, et non pas des moellons, comment on appelle ça en France, des moellons, des blocs ciment. Parce que ici, bah, ils oublient souvent de mettre du ciment, donc quand ça tombe par terre, ça se fait en deux. Le Ciporex, ça a l'avantage de sortir d'usine, donc d'avoir une qualité constante. Mais il a fallu ramer, non, mais on ne sait pas l'utiliser, il faut de la colle, c'est cher, etc. Aujourd'hui, ils changeraient pour rien au monde. Notre première villa, le béton, il était fait dans une gamelle par terre, donc le dosage à vue d'œil. Donc il a fallu qu'on leur impose des toupies, des mixeurs. Et ça, il a fallu au moins 2 ans pour qu'ils s'adaptent à des techniques un peu plus évoluées. Voilà. Là où sont les grosses difficultés d'entreprendre au moins dans le bâtiment, dans d'autres domaines, je ne sais pas trop, il y en a d'autres, mais au niveau gestion du personnel, ça sera la même chose. Je peux vous citer gestion du personnel, je peux vous citer 2 cas. Un collègue là, qui avait une belle entreprise, qui marchait du tonnerre de Dieu, il a dit son personnel, je vous offre un 13e mois gratuit, enfin, je vous offre un mois de salaire. En se disant, bah, ils vont être boostés à fond et ils vont bosser comme des fous. Et comme l'argent et le temps, c'est pas dans la même, ils sont pas dans la même logique, bah, ils sont partis, le mois d'après, ils sont partis tous un mois en vacances. On a quelques questions, exemples. Serge. Je peux te poser quelques questions là au fil de l'eau? Bien sûr, vas-y. Vas-y. Quel est le savoir essentiel, on va dire, pour un recrutement? Je pense que c'était par rapport à tes ouvriers ou… Alors, recrutement. On recrute. Alors, il y a nos équipes. Ce sont les compétences, en fait, bureau. les compétences. Ouais, nos équipes au bureau, c'est nos salariés, ingénieurs, drapeurs, dessinateurs, architectes et superviseurs de chantier. Ils ont tous un niveau ingénieur. C'est pas nous qui le recrutons, on passe par un cabinet de recrutement parce que ils ont accès à
a plus de CV que nous, et ils savent faire une première approche pour ne sélectionner que les meilleurs. Voilà. Un de nos gros problèmes, c'est l'anglais, bien que de nos directeurs parlent indonésien, c'est quand même bien en réunion de pouvoir s'exprimer en anglais. Donc c'est un des problèmes parce que beaucoup d'ingénieurs ne parlent pas anglais. Donc ça limite le panel et ça fait monter un peu les tarifs aussi. Mais donc un cabinet de recrutement systématiquement, car c'est une comptable, c'est Ochi qui nous fait les entretiens préalables. Et ensuite, on fait 2 ou 3 entretiens par nous-mêmes. Ok. Une autre question, c'était, bon, comme la société vend des maisons, des villas, la notion de propriété à Bali, alors la personne a trouvé une réponse, mais quand même, si tu pouvais en parler, est-ce qu'on devient propriétaire quand on achète une villa ou on n'est jamais, comment ça se passe? Alors, pour un Français avec une mentalité très terrien, ben non, on ne possède pas la terre, comme dans beaucoup de pays d'Asie. Hein. Thaïlande, c'est pareil. On ne peut pas acheter un terrain, à moins de se mettre en société, mais, avec un Indonésien. On loue le terrain, on lise le terrain sur des longues durées, 25, 30, 50 ans. Sachant que derrière, 2 aspects, hein, si c'est pour investir, construire une villa pour investir, déjà 25 ans, c'est beaucoup. On aura fait beaucoup d'argent sur 25 ans parce que les rentabilités en locatif ici sont une des meilleures du monde. Hein. On est à 14% de rentabilité nette après fiscalité, nette en poche. Je vois, on a étudié d'autres marchés comme Dubaï et autres où on plafonne à 8% de fiscalité. Et ici, c'est du 14% depuis 10-15 ans. On a toujours qui nous disent c'est une bulle. Je cite l'île en Espagne où il y a toutes les fiestas, les DJ du monde. Ibiza. Ibiza. Ouais, Mm. voilà. Qui depuis 20 ans, 30 ans, monte. Il paraît qu'on ne peut même plus acheter des terrains tellement c'est cher et qui continue à gonfler. Bali, c'est un peu pareil. On peut aussi reprocher que c'est très encombré, mais c'est le quart sud qui est très encombré parce que tout le monde veut aller là. Il y a les boîtes de nuit, etc. Donc c'est une population assez jeune. Beaucoup de jeunes de Malaisie, de différents pays environnants qui viennent pour faire la fête. Mais tous les 3 tiers de Bali sont encore très préservés, rizières, temples, etc. Et il y a encore de quoi faire. Donc, et quand on vous dit Bali c'est très encombré, c'est parce qu'ils n'ont été qu'à Canggu, là où il y a toutes les boîtes de nuit, et ils confondent une ville à l'île entière. Une question. Le Bahasa indonésien, c'est une langue? Est-ce que Oui, c'est je suis pas un spécialiste, mais donc ils ont de nombreux dialectes. Et le Bahasa, c'est la langue à Bali, qui est pas tout à fait la même que l'indonésien, mais je crois qu'ils arrivent plus ou moins à se comprendre, mais c'est quand même assez différent. Personnellement, je sais même pas compter en indonésien, c'est assez lamentable, mais mon épouse a appris sur le terrain, sur le terrain en allant dans les boutiques et autres. Donc elle se débrouille et du coup j'ai la flemme d'apprendre par moi-même. Et beaucoup, surtout à Bali, beaucoup parlent l'anglais. Même le gars qui
qui est serveur ou qui a une petite boutique parce qu'il côtoie au quotidien 8 millions de touristes par an. Par contre, pour un entrepreneur, ça peut être intéressant de parler le bassa. Alors, ça peut être intéressant, mais d'autant plus que en 3 mois, on parle indonésien. Il suffit de prendre quelques cours. C'est une langue assez basique. Il n'y a pas de temps. Comme je disais tout à l'heure avant la conférence, pour être la 8e puissance mondiale, économique mondiale, on n'a pas besoin d'une orthographe comme le français et d'une grammaire comme le français. Ici, ils n'ont même pas de temps. Donc, c'est quelque chose. Je vais à l'école demain. Je vais à l'école hier. J'achète des cigarettes après-demain. Ou j'achète des cigarettes hier. Donc, il suffit de rajouter un adjectif de temps. Et il n'y a pas de pluriel non plus. Il suffit de dire 2 fois le nom. Une cigarette, c'est une cigarette, et des cigarettes, c'est cigarette, cigarette. Amusant. Et en 3 mois, on parle assez bien. Bon, il n'y a pas de subjonctif passé alors. Ouais. Pas de temps. Ni de déclinaison à l'allemande. Voilà. Ouais. Du coup, vous avez parlé des points challengeants pour collaborer avec les Indonésiens, mais du coup, quels sont les points positifs? Tu as parlé des points challengeants, tu disais? Compliqué. Compliqués avec les Indonésiens. Par contre, quelles sont les qualités de travailler avec les Indonésiens? C'est des gens. C'est zen, quoi. C'est zen, mais des fois, quand c'est trop zen et que c'est la pagaille, un Français, il s'énerve, quoi. Mais c'est zen, tu es dans la rue, les gens, quand tu croises quelqu'un, ils te sourient, quoi. Même si tu le connais pas. Tu fais une queue de poisson à un mec sans faire exprès, et il va te faire un grand sourire, quoi. Puis il va rigoler, il va te taper dans le dos parce que il faut pas qu'il se fâche, tu vois. Voilà, c'est, il n'y a pas de stress, il n'y a pas pas d'agressivité. Alors, typiquement dans la culture balinaise, hindouiste mode balinaise, il y a une cérémonie, je crois que c'est à l'âge de 13 ans, qu'ils appellent de l'image de dents. Donc avant, il y met un peu les dents, vraiment. Là, c'est symbolique. Mais on m'a expliqué que c'était pour faire baisser l'agressivité. Donc c'est réellement dans leur culture, tu vois, où être agressif envers quelqu'un, c'est rédhibitoire, c'est interdit dans leur culture. En retour, comme tu n'es pas agressif, tu dis oui à tout. Et même si ça ne te plaît pas, donc tu ne sais jamais à quoi t'en tenir, quoi, ce qu'ils pensent vraiment. À l'image de, tu sais, tu veux connaître ta route, comment je vais à tel endroit. Ils sont 3, il y en a un qui te dit à droite, l'autre qui te dit à gauche, parce que ils veulent pas perdre la face et dire qu'ils savent pas. C'est vraiment flagrant. Ok. Par contre, leur mettre des process, là, comme tu disais, très écrits et très précis, est-ce que c'est pas un peu, quelque part, une violence par rapport à leur culture? Alors, tout à fait. J'ai sauté quelques lignes de mon texte, là, mais exactement. Donc, les process, tu leur envoies pas par mail et puis c'est comme ça. Il faut leur expliquer que déjà, c'est pour leur bien, au moins ils ne stressent pas, parce que, etc. Donc, il faut les prendre dans le sens du poil et, et bien expliquer le pourquoi du comment. C'est assez long, quoi. En France, tu reçois une procédure qualité et on te dit de l'appliquer. Ici, c'est pas le cas. Pas le cas. Tu n'as pas de photos des villas que tu fais ou que tu pourrais partager ou m'envoyer et puis je partage?
Ou le site, Yes, peut-être? tu as un fichier qui s'appelle… Ah ben non. Ah si, APB Villa, PDF. Dans les PDF? APB Villa PDF, tu peux peut-être le faire défiler un peu. Alors, attends, il faut que je le télécharge. C'est pas sur ce que tu m'avais envoyé? Ouais, c'est dans le répertoire. Le but, c'était pas de Oui. fourguer mes villas, hein. Comme je vous dis, notre problème aujourd'hui dans le développement de l'entreprise, c'est pas de trouver des clients, c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc, c'est plutôt de trouver des compétences en interne, de trouver des bons constructeurs, partenaires, qui ont également la capacité à fournir des bons ouvriers. Et nos villas, notre business model, depuis le début, ça a été, on fait une villa et on copier-coller parce que on connaissait un peu les problèmes de qualité et autres. Et donc, ça nous a permis réellement de se développer en qualité et de construire des villas qu'on a améliorées de villa en villa jusqu'à obtenir celle qu'on a aujourd'hui. Donc, on a commencé par une villa, on a rajouté, je suis dans une de ces villas, je vis dans une de ces villas, qui était complètement paramétrée, calibrée. Donc, c'est celle du milieu avec une mezzanine, là, un toit triangulaire. Donc, c'est cette villa où on l'a configurée pour du Airbnb, pour des investisseurs. Donc, simple, pas cher à construire, robuste. Ensuite, si tu reviens en arrière, et après, on s'est dit, bon, une villa, nous, on prend des terrains, on fait 25, 30 villas, hein, sur un terrain. Donc, on ne pouvait pas aligner 30 villas identiques. Du coup, on a sorti d'autres modèles. À gauche, c'est une petite villa, une chambre, une salle de bain, une cuisine et une piscine, bien sûr. La piscine est incontournable sur Bali. 100 mètres carrés de terrain, et c'est largement suffisant sur Bali, parce qu'on ne va pas s'exposer sur la pelouse, il fait trop chaud. Et ouais, un peu en dessous, voilà. Voilà. La troisième, c'est une villa style bambou, où c'est du concret, hein, malgré tout, parce que les étrangers, les investisseurs sont plus rassurés quand c'est du concret, c'est du Fiporex en l'occurrence, mais une toiture en bambou qui donne un style un peu baliné. Toujours la piscine, toujours un sunken, là on le voit pas, le sunken il est enterré dans le living room, et comme à gauche, voilà, il est là-dedans. Et il y a une glace entre le sunken et la piscine pour voir les beaux poissons qui nagent dans la piscine. Et celle de gauche, pareil, la Villa Kaoni, il y a le sunken devant la piscine et une glace qui permet de voir dans la piscine. Voilà, donc 3 modèles de base qui ont permis de faire des villages, hein. Et puis la dernière, c'est une villa un peu plus moderne, mais qui est plutôt orientée grosse nombre de chambres, 4 ou 5 chambres, qu'on a même mixé, on a mis 5 chambres l'une à côté de l'autre, avec un grand portail qui permet de s'ouvrir et de les mettre en commun, ce qui permet, que le marché, il y a peu d'offres sur le marché, et qui permet de faire du 8 à 10 couples, par exemple. Voilà. Mais on s'en tient à ces 4 modèles. C'est du fully furnished, c'est-à-dire lorsqu'on livre, le lendemain, il y a des clients Airbnb qui arrivent. Voilà les types de design, fourniture. On a des décos différentes. Ça peut être sur les petites naméras, par exemple. Celle-là, en blanc, là qu'on voit, c'est les petites, une chambre. Donc une chambre, cuisine, salle à manger
et dans l'angle, c'est la salle de bain, et puis petite piscine, barbecue. Et ça, c'est très recherché pour un couple qui veut pas aller à l'hôtel, par exemple. Il a son petit coin toujours noyé dans la végétation. On a un très bon landscaper, ça c'est important aussi. Toujours beaucoup de verdure. Voilà, vue d'en dessus, une chambre à gauche, une chambre à droite, salon au milieu, le sunken à gauche de la piscine, la vitre, et quelquefois en face, de l'autre côté, on rajoute, tiens, descend un peu, voilà, il y a une chambre supplémentaire ou deux qui permettent en face de rajouter des chambres. La Bamboo Villa, Mélambaye, donc une chambre en haut, immense chambre, et en dessous, salon et toujours chambre de chaque côté, piscine au milieu. Et ça cartonne sur Airbnb. Nos villas, on les confie, enfin nos clients les confient à notre copain suisse là, qui a une société de gestion Airbnb. Il a aujourd'hui 200 villas en magasin et il gère 200 villas sur Bali. Et du coup, nos clients, donc on leur explique nos constructions, mais on les met en contact tout de suite avec le property manager qui va leur expliquer derrière comment ça se passe, la rentabilité qu'ils peuvent en obtenir et les rassurer sur les taux de rentabilité. Retour sur investissement, c'est 7 ans. Tiens, on a des prix là, tiens. Voilà, ça va de 120 000 dollars à 300 000 dollars selon le nombre de chambres et la configuration. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos villas, on a en moyenne un taux de remplissage de 93% à l'année et une rentabilité 14% net après impôt. Voilà les 4 villas. On peut parler quelques instants des normes. Donc ça a été facile, hein. C'est une norme française, enfin européenne, norme de construction, avec quand même beaucoup moins de contrôle. Bon, il n'y a pas le consuel qui passe, il n'y a pas les assurances derrière qui viennent contrôler qu'on a tout fait, qu'on a suivi les DTE. Mais moi, je suis pas un grand expert de la construction. J'ai eu une boîte de construction au Saturbois, mais on est loin de la construction de masse qu'on en fait aujourd'hui, concrète. Et donc, on s'est appuyé sur un cabinet conseil, un cabinet d'ingénierie qui a l'avantage d'être géré par un Français, ingénieur de l'école d'ingénieurs de Grenoble, et qui a un gros cabinet de calcul de structure, normes et autres, et qui d'ailleurs au départ nous a un truc qui vient de ça. Voilà. Au départ nous a mis en place nos calculs de structure et nous a fait les micropieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu construire sur des fondations classiques qui sont aujourd'hui, qui sont ici, tu fais une excavation de 1 mètre, 1,50 m, tu remplis de cailloux, tu jettes du béton dedans et tu ferrailles un peu, un chaînage par-dessus et tu construis par-dessus parce que ici, beaucoup de constructions sont faites sur des rizières, donc c'est assez mou, c'est pas très stable. Donc, on a tout de suite pris l'option de construire sur micropieux. Donc, je ne sais pas si c'est la même technique. Si on parle de la même technique, c'est des tubes métalliques enfoncés dans le sol. Oui. On fait un puits d'abord de 40 cm de diamètre. Ils enfoncent des tubes métalliques de qualité pétrolière. Ensuite, ils ferment tout en haut, c'est fermé hermétique et ils injectent du béton sous pression de manière à ce que le béton dans le pied du pieu se
sortent et fassent un pied. Oui, c'est un type 3. C'est un ça, type 3, micropieux type 3 en France. parfait. Et en tête de pieu, il y a une cage métallique, hein, puis il fait un cube béton sur lequel vont s'appuyer les colonnes. Voilà, ça a été nos 2 premières années de construction. Là, on est passé sur un mode un peu plus facile parce que ça coûtait relativement cher. Et donc, on est passé sur du bore pile. Je ne sais pas si vous avez le même terme. Donc, on fait la même chose, un trou. Ensuite, on n'injecte pas du béton sous pression dans un tube métallique. On descend du ferraillage Oui, et on remplit de béton. c'est un Et pieu ensuite, arrière. on fait une tête de pieu. Non, c'est un pieu, pieu forêt. Voilà. Sachant que c'est calculé par ce cabinet d'ingénierie. Il y a une étude de sol qui est faite? Alors oui, ce que j'allais dire avant. Avant, le process, c'est on trouve un land, c'est de plus en plus difficile à trouver, les prix sont de plus en plus élevés, qui va permettre d'implanter 25 à 30 villas. Pourquoi? Parce que nos ouvriers, il faut les loger sur le terrain, donc on ne peut pas les loger pour 3 villas d'un côté, 4 de l'autre, etc. Donc c'est carrément 30 villas, et on essaye de les construire en même temps. C'est pour ça qu'on a autant d'ouvriers sur le terrain, de manière à ne pas finir une villa alors qu'il y en a 10 en construction qui vont prendre un an à côté. La première ne va jamais se louer. Du coup, on construit tout en même temps et on essaye de livrer ça dans les 3 à 4 mois en même temps. Et du coup, on lotit, on gère la répartition des villas, les accès, les parkings, c'est une partie non négligeable. Et ensuite, lorsqu'on a décidé de l'implantation des villas, on vend ces villas sur plan. Ça va très vite, hein, en moins de 6 mois, 30 villas, c'est vendu. Et dès qu'on vend, on démarre la construction. Donc le client, il paye par échéance. Il paye pas, il paye sur un an. Dès qu'on construit, on fait une investigation, une société indépendante qui fait une étude de sol et qui nous calcule quelle est la profondeur. Et on transmet ça au bureau d'études partenaire qui va ensuite nous calculer les pieux. Et après, c'est parti. Voilà. Quelles sont les contraintes climatiques à Bali? Il n'y a pas de neige. On n'a pas le petit joint de fenêtre qui va bien. C'est déjà un gros avantage. Il n'y a pas de doublage de mur. L'inconvénient, c'est presque 5 mois de pluie aléatoire. Il n'y a pas plus de 2 jours là, mais 2 jours avant, il pleuvait à Sceaux. Donc, les ouvriers travaillent dans la gadoue. Mais bon, ils savent faire, c'est leur quotidien. Mais ça veut dire qu'on n'approvisionne pas le matériel, on n'approvisionne pas le chantier tout à fait comme on veut. La pluie, ça veut dire des fuites. On a beaucoup de rooftop, de terrasse, toiture terrasse. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé avec le constructeur. Bien qu'il travaille dans un pays où il pleut en permanence, il y a de l'eau à profusion, ils savent mal faire les étanchéités et autres. Donc, on a tout revu avec eux, les process, les tubes qui sortent là pour de la clim ou autre, qui n'étaient pas étanchéifiés autour, des choses comme ça. On a eu pas mal on a essuyé pas mal de plâtre au début. Aujourd'hui, et chaque fois qu'on a eu des soucis, on a pris à notre charge pour nos clients, pour le compte de nos clients, les réfections. Par exemple, les villas, les toitures bambou qu'on a vues, on en a les 15 premières, on les a toutes refaites. Tout le toit a été refait entièrement à notre charge. On a doublé la bâche l'asphalte d'étanchéité.
On a découvert le couplage de la bâche d'étanchéité en asphalte et on a retuilé par-dessus. C'est de la tuile bambou. Parce que bah, c'est une entreprise qui est vouée à continuer et on tient à notre réputation. Et donc, il n'était pas exclu que, bien qu'il n'y ait pas de garantie en Indonésie, rien n'est garanti. Hein. Vous achetez une télé, ils vous disent vous avez 1 heure pour l'arriver chez vous et l'essayer. Après, c'est perdu, vous ne pouvez plus la ramener. Et tout le reste, c'est comme ça. Donc, nos villas, on les garantit 3 mois. On achète la maison. On a heureusement trouvé un partenaire qui travaille pour Zurich, l'assurance Zurich, suisse, et qui nous assure nos villas durant la construction, donc pour tout problème qui peut arriver, earthquake, enfin, tremblement de terre, etc. Donc, durant la construction, nous-mêmes, on est protégés. Si on a 30 villas par terre, et au tapis qu'on va déposer le bilan. C'était indispensable pour nous et on ne pourrait plus le livrer à nos clients. On aurait déjà à payer. Après construction, ce même partenaire assure les villas de nos clients pour des prix dérisoires. Villas, 3 chambres, grand salon, piscine, etc. Ça donne et les fournitures, le mobilier, etc. Ça doit me coûter à peu près 6 millions, ce qui fait 6 millions, 310 € par an. Et ça, ça couvre tremblement de terre et plein d'autres choses. Des millions, hein. Le client est protégé en plus parce qu'il a une assurance via Airbnb. Donc c'est doublement assuré. Il ne peut pas arriver grand-chose, sachant qu'ensuite les réfections, c'est au prix de la main-d'œuvre. Hein, donc un ouvrier, c'est 10-15 € par jour, toute taxe est incluse. Ouais, s'il faut refaire une peinture, c'est pas la mer à boire. Après, si on sait les gérer, ça va. Serge, Ce qui fait que nos clients, ils se disent des fois, ah, mais vos villas sont chères, je vais les construire par moi-même. Donc on leur dit, vas-y. Même qui veulent faire des finitions par eux-mêmes, les faire, les gérer par eux-mêmes. Il y en a un qui voulait nous faire la cuisine par lui-même, là, un cuisiniste. Au bout de 3 mois, il est revenu nous disant, mon gars, il devait venir il y a 3 mois et je ne l'ai jamais revu, j'ai déjà payé. Et puis il me fait un boulot de cochon, etc. Et un autre qui voulait peindre les murs, faire peindre les murs. Il a peint quelque chose en jaune, un vert un peu passé là. Le lendemain, il nous a appelé en disant revenez me faire votre peinture standard parce que ça ne se fera jamais. Plus toutes les aventures qu'on peut avoir avec dû à la culture, aux différences de culture qu'on ne saura pas gérer si on n'a pas une grosse expérience de l'Indonésie et des mentalités indonésiennes. Serge, on arrive Oui. un petit peu au bout du Ouais. timing. Tu as à peu près. Tu veux faire une petite conclusion? Il y a des questions. Il y a 2 questions là. Allez. On pose des questions. Donc, il y a peut-être on peut faire maximum 5-10 minutes de questions. Est-ce que on peut considérer que Bali est stable politiquement et institutionnellement? Ouais. Parce qu'ils tiennent à se positionner, à garder leur position, voire même la faire évoluer sur la place mondiale. Hein. Donc ils ne joueront pas trop au couillon. Il y a un peu des velléités parce que le nouveau président, c'est un ancien général de l'armée, donc il fait facilement descendre l'armée dans les rues. Mais Trump le fait aussi, et c'est pas pour ça que ça déstabilise trop le pays. Après, sur le marché purement balinais, Bali est quand même
une place un peu spéciale en Indonésie et qui fait vivre énormément d'Indonésiens qui viennent de Java d'ailleurs, hein, c'est pas des Balinais. Et du coup, le chômage étant quand même important, ça fait vivre beaucoup de monde et donc là encore, ils joueront pas trop avec ça. Il y a une sorte de guerre aussi guerre économique entre les pays du Sud-Est où on essaye de baisser les taxes d'un côté ou baisser le prix du visa. Du coup, ça amène plus de monde. Ou, par exemple, les digital nomades ne payent pas de taxes ici. Donc, si tu ne fais pas du business dans le pays, c'est-à-dire que tu ne vends pas tes produits dans le pays, si tu as des sites de vente en ligne, par exemple, pas de taxes. Donc, tu peux vivre, il suffit d'avoir un visa digital nomade et tu ne paieras pas de taxes. Et là, immédiatement, la Thaïlande a fait la même chose pour attirer le monde. Bon, donc, voilà, tout ça fait que ils ne jouent pas trop avec pour maintenir leur position. Quoi. Ils peuvent pas trop, ils n'ont pas trop de latitude. Une petite conclusion, Serge? Pour me contacter, moi je suis relativement disponible puisque maintenant c'est mon fils et notre partenaire, notre collègue qui gère nos sociétés. On a 4 sociétés de construction maintenant. Donc m'appeler quand vous voulez, pas de souci, on peut discuter de création d'entreprise, quoi que ce soit, de comment vivre sur Bali, quel lieu d'implantation, etc. Tous les jeudis, il y a un cours pétanque en face de ma villa et c'est la fiesta pétanque en ligne. Donc je suis ouvert à toute discussion. Je suis aussi dans l'UFE, je suis impliqué dans l'Union des Français de l'étranger à Bali, la branche de Bali, où on a créé récemment un groupe, une branche de l'UFE qui a pour but d'aider, d'entraide au sens général, aussi bien de tout type, quoi, famille, business et autres. Donc, on a créé des sous-groupes et facile de rentrer en contact avec eux et prendre différents avis. Avant que j'oublie, tu as le bonjour de Emmanuel Hérambert. Il me l'a dit 10 fois. Super. Ah oui, Rambert, super. Ok, Et je lui ai promis que je te le donnerai. super. Voilà, je crois que la vidéo sera enregistrée, non, possible? Oui, normalement, elle est Parfait. enregistrée, oui. Ben voilà. Donc, oui. Question? Voilà, je suis dispo pour des questions supplémentaires. Vous m'appelez, il suffit de m'appeler. Notre catalogue, pour vous donner une idée de ce qui se construit sur Bali, sera en ligne aussi. Voilà. Petite conclusion, Serge? Pas plus. Hein, l'idéal, hein, si vous êtes si vous n'êtes jamais parti à l'étranger, il faut faire 5 ou 6 voyages de 15 jours, 3 semaines, 1 mois et 2 mois pour bien comprendre comment, voilà, les différences de culture, ce que vous allez perdre par rapport à la France. Je pense que ça ne sera pas grand-chose. Mais voilà, c'est quand même. C'est objectif, ça. Ouais, c'est quand même pas à franchir. Hein. Et après, choisir le bon pays, s'entourer de spécialistes, se recréer une communauté, c'est pas facile. C'est facile pour le membre du couple qui va bosser, mais il y en a un des deux qui souvent ne bosse pas parce qu'il ne peut pas bosser. J'ai l'exemple de le voisin, là, elle est infirmière française, elle n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de bosser. Il y a beaucoup de métiers que tu n'as pas le droit de faire parce qu'il y a des concurrences des locaux. Du coup, elle ne peut pas travailler. Et du coup, c'est à prendre en compte dans toute expatriation. Que va faire le conjoint voilà, dans un contexte qui n'est pas le sien, quoi. Donc, il y a plein d'aspects à vérifier. Eh ben, merci beaucoup, Serge.
de ton témoignage. Hein, pour ceux qui ne l'avaient pas vu depuis longtemps, il y a Moi, Loïs. je suis parti en 2016 et je suis jamais revenu en Bernard. France. Oui. Exceptionnellement, je suis revenu il y a 3 mois parce que mon épouse connaissait pas la France. Donc, on a fait un grand tour d'Europe là. Mais sinon, réellement, depuis 10 ans, ça me manquait pas, hein. On avait compris. Ça va, ça va. Oh, t'as pas l'air malheureux. Voilà. Bon, on organise un prochain afterwork à Bali. Super. Bienvenue. Pas de souci, Chez toi. je vous organise ça. Chez toi, hein. Je vous organise ça. Il y a vraiment pas de problème. On sait faire. Dans la piscine, avec le repas sur le plateau. Et j'ai le cours de pétanque. Merci beaucoup, Serge. À bientôt à Merci, tous Serge. et À ça a été un bientôt. plaisir. Santé. Je reste, On va boire un petit je verre reste de l'amitié. disponible. Je reste disponible si vous avez des questions plus tard. Allez, ça marche. Merci Merci. infiniment. À bientôt à tous. À bientôt, Serge.